Bonjour, bienvenue dans Lex Inside, l'émission qui donne du sens à l'actualité juridique. Du droit et rien que du droit. Au programme de ce numéro, on va parler décision automatisée et RGPD avec mon invité, Éléonore Favreau, associée au sein du cabinet Adlan. On parlera ensuite de la réforme du régime des nullités en droit des sociétés avec Bruno Dondero, professeur de droit et avocat associé chez CMS Francis Lefebvre. Et enfin, je recevrai Pierre Berlioz, professeur de droit à l'université Paris-Cité pour son ouvrage « Beaucoup de droit, pas assez de juristes ». Voilà pour les titres. Lex Insight, c'est parti. On débute tout de suite ce Lex Inside, on va parler décision automatisée et RGPD avec Éléonore Favreau, avocate associée au sein du cabinet Adlan Avocat. Éléonore, bonjour. Bonjour Arnaud. Alors, l'utilisation d'algorithmes pose de nouveaux défis juridiques, notamment en matière de transparence et de droit d'accès des personnes aux décisions automatisées fondées sur le profilage. Comment définiriez-vous une décision automatisée au sens de l'article 22 du RGPD ? Alors, je vais commencer tout d'abord par la distinguer un peu du profilage parce qu'on confond souvent les deux. Donc là, un profilage, ça va être un traitement de données personnelles qui sera utilisé à partir d'un individu en vue de pouvoir prédire son comportement ou de déterminer un peu, d'analyser ou de prédire son comportement. Et tout cela va reposer donc sur l'établissement d'un profil individualisé et en vue d'émettre un jugement ou des conclusions sur cette personne. La décision automatisée, elle, va vraiment désigner une décision qui est prise sur un individu entièrement par un algorithme et qui va avoir des effets juridiques ou s'il est affecté de manière similaire et significative sans qu'il y ait aucune intervention humaine. Donc pour la décision automatisée, il y a deux critères principaux. Il y a tout d'abord la prise de décision automatisée sans intervention humaine et surtout l'effet juridique sur la personne concernée. Bon, on a les définitions bien en tête et on va parler d'une décision importante en la matière, un arrêt du 27 février 2025 qui apporte plein de précisions sur justement les décisions entièrement automatisées et le droit d'accès des personnes, un droit d'explication à ce qui est la décision qui fonde cette décision automatisée. Mais avant de revenir sur cette décision, projetons-nous sur le droit antérieur. Quelles étaient les obligations de transparence imposées aux entreprises qui utilisaient ces algorithmes avant cet arrêt du 27 février 2025 ? Alors, le RGPD imposait aux entreprises de fournir aux personnes concernées une information qui soit claire, intelligible et facilement accessible. Pour cela, il y avait vraiment tout simplement décrire, c'était vraiment une exigence de description globale de l'algorithme. Il n'y avait pas besoin de fournir l'entièreté du code ou de toutes les formules mathématiques sur lesquelles il s'appuie. C'est vraiment la logique sous-jacente à cet algorithme. Et il y avait une grande limite qui était celle du droit des tiers, qui était posée par l'article 63 du RGPD et qui disait que le secret des affaires ou généralement la propriété intellectuelle et en particulier le droit d'auteur appliqué au logiciel permettait de refuser l'accès, en tout cas l'information des personnes concernées sur ce fondement-là. Et donc, l'arrêt du 27 février 2025 est arrivé et dans cette décision, la CJUE exige une explication claire et compréhensible des logiques algorithmiques qui sont utilisées. Concrètement, que doivent divulguer les entreprises ? Alors, l'arrêt de la CJUE va venir augmenter le niveau d'information et en renforçant du coup cette obligation de transparence. Donc désormais, les entreprises vont devoir fournir donc, ces informations qui seront intelligibles et pertinentes, mais du coup, lesquelles sont pertinentes. Donc on va d'abord demander quelles sont les données personnelles qui sont utilisées dans le cadre d'une décision automatisée. Ensuite, de quelle manière sont traitées ces données pour aboutir à la décision. On va aussi devoir communiquer les paramètres et les variables d'entrée qui sont utilisées dans l'algorithme et également l'incidence de ces paramètres sur le résultat final. Parce que par exemple, on peut demander plusieurs critères, mais tous n'auront pas la même importance ou la même pondération. Et aussi, on va souvent devoir donner la raison pour laquelle une personne est associée à un certain résultat. Pourquoi, par exemple, dans le cas d'une banque, tel score de solvabilité va être attribué à telle personne.
Donc, là encore, il ne s'agit pas de vous divulguer l'algorithme complet, mais on va devoir fournir une explication surtout fournie et beaucoup plus pertinente, et c'est là que tout se cache, sur les méthodes utilisées. Si pour décrypter un peu la décision, l'idée c'est que l'utilisateur puisse comprendre ce qui a fondé la décision algorithmique, c'est ça? Voilà, vraiment de se placer du point de vue de l'utilisateur et du coup de fournir une explication qui se basera sur le niveau de l'utilisateur. Ainsi, plus on aura des utilisateurs qui sont pas forcément aguerris, non professionnels, voire peut-être des mineurs ou des personnes fragilisées, plus les explications devront être claires et compréhensibles. Alors, dans le même temps, dans cette décision, donc on a une obligation de transparence qui est renforcée, mais cette obligation, elle doit être conciliée avec la protection du secret des affaires. Concrètement, comment on va concilier cette obligation de transparence avec la protection d'algorithmes propriétaires avec le secret des affaires? Alors, il va falloir trouver un peu un équilibre entre les deux, parce qu'effectivement, dans son arrêt, la Cour de justice de l'Union européenne reconnaît que le droit d'accès à ces informations sur la logique de l'algorithme va venir entrer en conflit avec la protection du droit d'auteur ou du secret des affaires. Et elle considère que désormais, ces droits-là ne peuvent justifier un refus absolu de communiquer ces informations aux personnes concernées, ce qui était le cas avant cette décision. Et ainsi, elle va proposer un mécanisme qui est que le responsable de traitement remettra soit aux juridictions compétentes, mais aussi généralement aux autorités de contrôle, les informations, toutes les données relatives à l'algorithme. Et ce sera cette autorité de contrôle qui va pondérer entre les intérêts et les droits en jeu afin de pouvoir déterminer l'étendue du droit d'information et du droit d'accès auquel aura droit les personnes concernées. Et la Cour précise bien que les États membres n'ont pas le droit, ne doivent pas, adopter des dispositions nationales qui viendraient interdire ou viendraient diminuer le droit d'accès lorsqu'il y a le secret des affaires ou les droits de propriété intellectuelle en jeu. Alors, on comprend que la conformité à la jurisprudence européenne suppose la mise en œuvre de mesures adaptées. Quelles mesures faut-il prendre? Alors, il y a à la fois des mesures techniques qui peuvent être, par exemple, forcément établir une documentation détaillée des algorithmes. Bien sûr. Et évidemment maintenir cette documentation tout au long de l'évolution et de les mises à jour des algorithmes. Il peut être aussi pertinent d'avoir des systèmes d'explication automatisés où les personnes concernées viendront faire une demande d'explication et le système pourra générer automatiquement des explications claires et compréhensibles. Il y a aussi forcément prévoir des interfaces utilisateurs qui seront un peu conviviales, qui vont permettre aux personnes de trouver facilement l'information. Ensuite, il y a des mesures organisationnelles, donc au sein de l'entreprise en interne. Donc évidemment, on ne peut pas passer outre l'analyse d'impact, qui est une analyse qui va permettre de évaluer l'importance et les risques du traitement qu'on met en œuvre sur les droits et les libertés des personnes. Et également, il y aura la nécessité d'intégrer cette exigence de transparence dès la conception des systèmes, donc dans le concept de privacy by design. Il y aura aussi forcément une formation du personnel, où on va devoir les sensibiliser à la fois aux obligations légales auxquelles est tenue l'entreprise sur la transparence, mais également aux différentes procédures internes qui sont mises en place. Et enfin, il y aura évidemment une mise en balance des intérêts, où on devra savoir évaluer au cas par cas, pour chaque système d'utilisation, utilisant des décisions automatisées, la nécessité ou non de diffuser une information, et au contraire, est-ce qu'elle est protégée, et éventuellement prévoir l'intervention de l'autorité de contrôle si cela est nécessaire. Donc on voit que les conséquences sont importantes, beaucoup de mesures à mettre en œuvre. Rapidement, quelle perspective cette décision ouvre? Alors, on va vers une transparence beaucoup plus effective et beaucoup moins symbolique, et surtout, on repousse les limites de cette transparence. Donc, on demande vraiment une transparence substantielle et compréhensible, et donc on va vraiment vers une conformité qui est vraiment formelle. Donc, on redéfinit un peu l'équilibre entre innovation et droits fondamentaux, où on va pencher un peu plus en faveur des droits fondamentaux, mais surtout, on remarque un peu une convergence entre l'IA Act et le RGPD, où on a vraiment cette jurisprudence vient créer un peu un cadre européen unique qui est centré sur les droits fondamentaux, la transparence et l'exigence d'une supervision humaine. Ce sera le mot de conclusion. Merci Éléonore Favreau. Je rappelle que vous êtes associée au sein du cabinet Adlan. Tout de suite, l'émission continue. On va parler du régime des nullités en droit des sociétés.
On poursuit ce Lex Inside et on va parler de la réforme du droit des nullités en droit des sociétés avec mon invité Bruno Dondero, avocat associé chez CMS Francis Lefebvre et professeur de droit. Bruno Dondero, bonjour. Bonjour Arnaud. Alors on va parler d'une réforme fondamentale en droit des sociétés, la réforme du régime des nullités. Quel est l'objectif de cette réforme ? Eh bien, au départ, on a une loi du 13 juin 2024, la loi attractivité, qui vient nous dire que on va simplifier et clarifier le régime des nullités en droit des sociétés pour renforcer la sécurité juridique. Donc, on se dit au départ qu'on va avoir moins de nullités ou que plus facilement on pourra limiter les effets des nullités ou qu'on va rendre plus difficile le prononcé d'une nullité. Donc, le point de départ, c'est ça. Avec, il faut le préciser, des travaux qui avaient été faits par un groupe de travail du HCJP qui avait, il y a déjà 5 ans, qui avait proposé un certain nombre de pistes de réforme. Alors on va rentrer dans le cœur de cette réforme. Concrètement, quelles sont les principales modifications ? Il y en a beaucoup, donc on va se concentrer sur les principaux changements. Bien sûr. Les principaux changements, ce qu'on voit très vite, c'est que, bonne mesure, on met fin à une espèce de doublon qu'il y avait entre le Code civil et le Code de commerce. On avait à peu près les mêmes textes dans l'un et dans l'autre code. On met tout maintenant pour le régime général, on va dire, des nullités, on met tout dans le Code civil. Donc ça, c'est une bonne mesure. Moins bonne mesure, à mon sens, on va, je crois, potentiellement faire exploser les causes de nullité, parce qu'avant, le système était assez compliqué, mais on avait quand même des cas très limitatif de nullité, alors que désormais on nous dit que c'est la violation d'une disposition impérative de droit des sociétés qui peut entraîner la nullité d'une décision sociale. Ça veut dire que des textes réglementaires, des textes qui ne sont pas dans le code de commerce pourraient être le fondement d'une nullité. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez, pour moi, dangereux. Il y a moins de sécurité juridique. De ce point de vue-là, il y a moins de sécurité juridique parce que beaucoup plus souvent, on se dit qu'un acte pourra être nul. Mais on comprend que dans l'esprit des concepteurs de cette réforme, il y a un mécanisme important qui a été mis en place qu'on appelle le triple test, qui est que le juge est là pour finalement verrouiller la nullité. Parce que avant qu'une nullité soit prononcée, le juge va devoir vérifier 3 choses: que le demandeur a un grief, que l'irrégularité a eu une influence sur le sens de la décision prise, et que les conséquences d'une nullité ne seraient pas excessives au regard de l'intérêt social. Donc on se dit beaucoup plus de nullités potentielles, mais un juge qui va verrouiller. Mais c'est là qu'on se dit que quand même, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est que Pourquoi ? Auparavant, on se disait non, il n'y a pas de risque de nullité parce que on ne trouve pas de fondement à la nullité. Désormais, plus souvent, on dira il y a un risque théorique de nullité, mais peut-être que le juge, si on va le voir, va considérer que l'une ou l'autre des 3 conditions que j'ai indiquées ne sont pas satisfaites. Et du coup, on aimerait pouvoir dire plutôt pas de risque de nullité que risque théorique, mais le juge pourrait ne pas la prononcer. Voilà. Ça fait partie pour moi des choses les plus importantes dans cette réforme. On en trouve d'autres. On trouve par exemple un dispositif anti-nullité en cascade. C'est quoi ce dispositif ? L'idée, c'est d'éviter que quand on a un membre d'un organe dont la désignation est nulle, que cette désignation entraîne nullité de toutes les décisions prises par cet organe. On a aussi le fait que le juge va pouvoir éventuellement prononcer une nullité uniquement pour l'avenir. On a une prescription qui était de 3 ans pour agir en nullité qui passe maintenant à 2 ans. C'est l'essentiel les choses les plus importantes qui viennent en tête, c'est celle-là. Un point important quand même, c'est l'entrée en vigueur, c'est-à-dire que la réforme doit entrer en vigueur le 1er octobre prochain. Ça veut dire vraisemblablement, même si le texte ne l'explique pas, que les actes faits avant le 1er octobre sont soumis aux règles anciennes. Les actes faits à partir du 1er octobre seront soumis aux règles issues de l'ordonnance. Et il n'y a pas de disposition transitoire entre les 2 régimes ? Pas plus que ça, non. En définitive, vous pensez quoi de cette réforme ? C'est une bonne réforme, une mauvaise réforme ? On aurait pu aller plus loin ?
Pour moi, c'est une réforme qui ne va pas faciliter la tâche des juristes parce que dans un audit juridique, un audit d'acquisition par exemple, alors que jusqu'à présent on allait plus souvent dire non, pas de risque de nullité, là on risque de dire voilà, risque théorique de nullité, mais il n'est pas certain que le juge la prononce. Et on trouve qu'on est en train finalement de perdre en certitude et donc en sécurité juridique. Qu'est-ce qu'il aurait fallu faire pour améliorer cette réforme ? Peut-être ne pas toucher à ce qui existait déjà ou y toucher de manière ponctuelle. Il y a déjà des choses bien faites dans cette réforme. Par exemple, le fait que la régularisation des actes nuls, finalement, on ne l'a pas touché, on ne l'a pas remise en cause, on l'a peu touché et donc on ne l'a pas finalement remise en cause. Ça, c'est bien parce que la régularisation va sans doute prendre plus d'importance à l'avenir. Est-ce qu'il y aura beaucoup de nullités selon vous à l'avenir avec ce nouveau régime ? Il va certainement y avoir un temps de test, de... Comment dire ça ? Il faut digérer la réforme. Voilà. Et il faut que la Cour de cassation, que les juges de première instance, les cours d'appel, puis la Cour de cassation prennent un peu leur marque. On va avoir quelques années de flottement, notamment parce que des arrêts importants rendus par la Cour de cassation ont été bousculés, voire remis en cause par cette réforme. Et donc, il va falloir que les juges précisent certains points du cadre. Oui. Est-ce qu'il y a déjà des points qui vous semblent importants de préciser, que le juge doit s'emparer de certains sujets ? Alors, le juge va appliquer le triple test assez vite. Est-ce qu'on aura dans les mois qui viennent des décisions qui vont anticiper pour nous dire comment le triple test se comprend ? Il n'est pas encore applicable, mais après tout, les juges pourraient décider d'anticiper. Donc ça, on peut attendre des décisions en ce sens. Mais c'est une réforme. Il y a énormément de réformes actuellement. Le droit des affaires et le droit des sociétés bougent beaucoup. On se dit, était-ce bien le moment pour venir toucher à finalement quelque chose qu'on utilisait de manière satisfaisante ? Donc ça marchait bien, pourquoi avoir fait cette réforme ? Exactement. On va conclure là-dessus. Merci Bruno Dondero. Je rappelle que vous êtes avocat associé chez CMS Francis Lefebvre, également professeur de droit. Merci beaucoup Arnaud. Tout de suite, l'émission continue. Je vais recevoir l'auteur de l'ouvrage « Beaucoup de droit, pas assez de juristes », Pierre Berlioz, tout de suite dans la dernière partie de Lex Inside. On poursuit ce Lex Inside, on va parler de l'ouvrage « Beaucoup de droit, pas assez de juristes » publié aux éditions Dialogue avec son auteur Pierre Berlioz, professeur de droit à l'université Paris-Cité. Pierre Berlioz, bonjour. Bonjour Arnaud. Alors dans cet ouvrage, vous soulignez que la culture juridique française, malheureusement, fait défaut beaucoup dans notre société. Alors comment développer cette culture juridique ? Effectivement, je pense que la culture du droit en France n'est pas assez répandue parmi nos concitoyens. C'est le titre, hein, beaucoup de droits, pas assez de juristes, pas des juristes techniciens, mais des juristes de tous les jours, des citoyens juristes. Je l'illustre notamment par un certain nombre d'expressions qu'on a parmi nos concitoyens. Traîner en justice, par exemple, une image du droit qui est très négative et finalement le droit qui est une forme de repoussoir. Alors, comment développer cette culture ? Je crois que c'est tout simplement l'éducation. Hein. On a des cours d'éducation civique au collège et au lycée. D'ailleurs, qui sont parfois un peu évités par nos collègues du secondaire, sans doute parce que les programmes sont peut-être pas bien configurés. Mais pas d'enseignement du droit. Pas de dimension juridique, alors que l'idée, c'est les notions simples. La propriété, par exemple. Moi, quand je commence un cours de droit des biens, je dis aux étudiants, vous avez un enfant face à vous de 3 ans, vous lui donnez un jouet, vous revenez 2 minutes après, vous voulez lui reprendre et il vous dira non, c'est à moi. Je dis, moi, je vais vous faire le cours du c'est à moi, de la propriété, le c'est à moi. Voilà, expliquer simplement les grands principes du droit, ce qui fait le lien dans nos vies. Et c'est ça qui est important, c'est qu'on place le droit comme il faut, c'est-à-dire
comme un outil qui nous permet de bien vivre ensemble. Et c'est de ça qu'on a besoin, parce que c'est ça aussi qui va solidifier l'état de droit. Moi je dis, il n'y a pas d'état de droit sans une nation de droit, c'est-à-dire des citoyens qui sont imprégnés de cette culture juridique. Et l'enseignement du droit, c'est plutôt dans le secondaire, vous imaginez ? Je pense, quand on commence à avoir une certaine culture politique, une certaine culture aussi du lien social, je pense qu'il faut une certaine maturité, ou en tout cas pour qu'on enseigne le droit en tant que tel. Après, je pense que nos enfants à l'école, on peut aussi leur apprendre un certain nombre de choses, le respect de la propriété, le respect de la parole donnée, et leur dire que tout ça, aussi leur faire comprendre que tout ça c'est du droit. Tout ça, le droit, c'est pas qu'une matière technique, c'est pas un truc aride pour les techniciens que nous sommes. Ça peut l'être, évidemment, mais ça nous est réservé. Bien sûr. Le droit, en revanche, pour les citoyens, c'est ce qui nous permet de vivre ensemble, encore une fois. Je trouve que c'est pas mal d'apprendre ça aux enfants. Tout à fait. Alors, un autre constat, c'est l'hypertrophie du droit. Effectivement, il y a une inflation normative. Quelles conséquences cette surabondance de normes a-t-elle sur la compréhension du droit et sur l'application du droit ? Oui, c'est vrai qu'on produit beaucoup de droits. On ne le connaît pas forcément, on n'en est pas imprégné en culture, mais on en produit beaucoup, de plus en plus, beaucoup trop. Quel effet ? D'abord, un effet, je pense, de rejet. Un effet de rejet parce que on voit s'accumuler cette masse de règles auxquelles on ne comprend pas grand-chose, parce qu'en plus, il est très technique. De plus en plus technique, de plus en plus détaillé. Et donc, je pense qu'il y a un effet de rejet, saturation, incompréhension, donc rejet, et donc phénomène de se dire, tout ça, on en a marre, on veut s'en débarrasser, et ça veut dire aussi qu'on ne va pas l'appliquer, et qu'on cherche à l'éviter. Et on le voit aujourd'hui sur pourtant des textes dont on pourrait penser qu'ils recueilleraient l'adhésion, sur le développement durable par exemple, où il y a un phénomène de rejet parce que c'est assimilé à de la bureaucratie, ce qui est une manière de dire du droit inutile en fait. D'accord. Voilà, donc je pense qu'il y a ce phénomène de rejet. Et si on veut que le droit soit plus accepté, il faut aussi qu'on le rende plus accessible, plus compréhensible et donc qu'on développe l'adhésion. On parle beaucoup aujourd'hui de soft law. Le soft law, c'est quoi ? C'est juste du droit auquel on adhère. En fait, la hard law devrait aussi être de la soft law parce qu'on y adhère et finalement, le schéma de contrainte serait moins nécessaire. Alors, dans l'ouvrage, vous vous intéressez aussi à la justice. Vous faites le constat d'une justice qui est sacralisée mais délaissée. Alors, comment redonner sa place à la justice et restaurer la confiance dans la justice ? Oui, ça, je crois que c'est absolument fondamental parce qu'on a une présentation de la justice qui convient en fait à une partie de ses fonctions. On assimile la justice à l'autorité. Et on a des palais pour ça, on a un cérémonial, on a beaucoup de choses qui insistent sur des dimensions d'autorité. C'est très bien pour le pénal. Mais est-ce que ça convient à la justice civile ? Personnellement, j'en suis pas convaincu. Et la justice civile est souvent oubliée des voilà. politiques des différents gardes des Sceaux. Tout à fait. C'est la justice du quotidien, c'est quelque chose qu'on oublie un petit peu. On parle beaucoup de pénal, mais c'est vrai dans les médias aussi. C'est quelque chose qu'on développe énormément. Et l'hypertrophie juridique, elle est liée à ça aussi. Et donc, on n'a pas cette dimension pour la justice civile de service public. Ce qui est pas forcément la vocation première du droit de la justice pénale, bien sûr, c'est l'autorité. Mais la justice civile, elle sert à quoi ? Régler des différends entre les gens. Et ça, c'est une dimension de service public. Mais ça veut dire que dans cette perspective-là, le juge doit être accessible, on doit le percevoir comme quelqu'un qui est là pour nous aider, pour faciliter le règlement de situations compliquées. Et donc, on doit avoir le réflexe, on doit aller le voir facilement. Et ça, je crois que quand on met la justice dans un palais, on l'isole et on ne permet pas cet accès facilité. Et donc, moi, je suis effectivement pour une désacralisation de la justice civile, pour qu'elle soit au plus près des lieux de vie, au plus près des sujets, et pour que nos citoyens aillent facilement la voir. Vous voyez, une chose qui m'a frappé à la période Covid, c'est la renégociation du PGE. Ça a été confié à la médiation des entreprises parce qu'on se disait
les gens vont pas aller au tribunal de commerce parce qu'il y a le mot tribunal. Alors pourtant que ce sont des juges élus, qu'ils sont proches des justiciables. Mais même malgré ça, parce que tribunal, il faut qu'on redonne un autre sens à tribunal avec cette idée que c'est l'arbitre de nos différends et qu'il est là pour nous. Et beaucoup de magistrats, je suis sûr, sont dans cette idée-là, mais ça suppose évidemment beaucoup de choses pour le permettre, mais je crois qu'il faut vraiment qu'on tende vers ça, et donc bien distinguer la justice pénale, la justice civile, une fonction d'autorité, une fonction de service public, ça me paraît essentiel. Pour terminer, vous êtes également intéressé aux professions du droit, vous dites qu'elles sont dépassées par l'époque, par l'économie, par elles-mêmes, alors que doivent-elles faire pour se réinventer ? Oui, les professions du droit, alors d'une certaine façon, elles sont pour certaines un peu entraînées par ce mouvement qui est lié à l'image du droit, à l'image de la justice, avec un droit qui fait peur, qui va être considéré comme étant un repoussoir, et on le voit sur l'activité d'un certain nombre de professionnels du droit, comment les consultants finalement emportent des marchés. Alors pourtant qu'il y a une dimension juridique qui est très forte, on est à la limite du périmètre du droit, et je ne dis pas de quel côté de la limite on est, mais finalement on sait que pour gagner un marché auprès d'une entreprise, auprès d'une collectivité, il vaut mieux rentrer via un consultant et après gagner la confiance du client. Et comme ça, on va arriver à lui montrer que, en fait, le professionnel du droit, il a une réelle plus-value. Et je crois qu'il faut qu'on change de perception nous-mêmes de ce qu'est un professionnel du droit pour changer la perception du client ou du justiciable. Et cette perception, c'est l'idée qu'on est des sachants. Et si on se présente comme des sachants, on est reclus dans notre tour d'ivoire. Alors qu'en fait, on l'est de moins en moins, et avec l'IA, on le sera encore moins. On n'est pas des sachants, on est des accompagnants. On est là pour faciliter le passage du fait au droit et du droit au fait, faire que le droit soit un outil du quotidien qui permet de gérer nos situations de vie. Et ça, je crois que c'est une vraie révolution culturelle. On va conclure là-dessus. Merci Pierre Berlioz. Je rappelle que vous êtes professeur de droit à l'Université Paris-Cité. Merci Arnaud. C'est la fin de cette émission. Merci de votre fidélité. Restez curieux et informés. À très bientôt sur Be Smart for Change.